Donc, bienvenue dans cette réunion, cette 10e réunion du club d'immobilier. Le club Alumni Immobilier a été monté avec Karine. C'est un enfant du confinement. On ne se connaissait pas avec Karine. On est tous les deux en même temps. On est remonté vers SK Alumni pour dire il n'y en a pas, ça serait bien d'en faire un. Et donc, ils nous ont présenté. Et voilà. Et on a organisé donc, depuis 2 ans une dizaine d'événements. Beaucoup comme celle-là. En visio autour de thèmes, d'autres en format présentiel à Paris. On a fait 3 ou 4 qui étaient vraiment sympas. Où l'avantage, c'est qu'on a pu se voir pour de vrai, tisser des liens entre professionnels de l'immobilier, faire du business ensemble, c'est arrivé et ça nous fait super plaisir. Et voilà, donc on va renforcer ce côté présentiel par un événement qui aura lieu le 9 janvier. Donc, vous pouvez tout de suite les noter dans vos agendas ou organiser pour ceux qui ne sont pas à Paris vos déplacements à Paris le 9 janvier. C'est un lundi. On fera ça à La Motte Piquet dans mes nouveaux bureaux. Et à ce sujet, je lance un appel pour ceux qui auraient également des bureaux qui pourraient nous recevoir pour des moments conviviaux. Ça peut être très sympa de se voir chez les uns et chez les autres. Aujourd'hui, donc, on a une conférence de Charles-André. Ça me fait plaisir, Charles-André, que ce soit toi, parce qu'on se connaît bien, on est de la même promo et amis. Donc, ça va durer environ 30 minutes. Hein, Charles-André. Ensuite, il y aura Karine va animer un petit peu cette conférence et surtout la partie questions-réponses qui suivra. Et logiquement, l'objectif, c'est que vers 13h30, la fin de la partie officielle soit terminée et puis qu'on puisse rester un petit peu, ceux qui voudraient approfondir, poser d'autres questions, puissent rester après 13h30. Voilà. Donc, Charles-André, tu as fait l'ESCA en 2000, comme moi, tu as été diplômé en 2000, mais donc tu avais fait une admission parallèle, parce que tu avais fait une maîtrise de droit à Angers avant. C'est ça. Et puis après l'ESCA, tu as fait un master à l'EM Lyon en ingénierie financière, c'est ça? Oui, Voilà. exactement. J'ai fait Et le MIF à l'époque avec d'autres anciens de l'ESCA, d'ailleurs. Geoffroy Bizarre, pour ceux qui connaissent. Et puis, donc voilà, c'est à peu près mon parcours. Et aujourd'hui, je suis expert comptable, commissaire aux comptes et associé dans un cabinet angevin. Voilà, on a des bureaux à Angers et à Paris. Donc je fais du conseil et puis je fais du commissariat aux comptes. Voilà. Donc je souligne d'ailleurs que si vous avez des enfants qui veulent faire ce type de métier, c'est un bon métier. C'est extrêmement intéressant. On touche à tout, on voit plein de gens différents et vous pouvez travailler en province, à Paris et même à l'étranger. Donc n'hésitez pas à faire la promotion de l'expertise comptable, même si ça ne jouit pas toujours d'une image très florissante, mais ça reste un bon job. Donc voilà, après l'ESCA, on peut aussi compléter sa formation avec le diplôme du DEC. Voilà. Ceci étant dit, ce que je vous propose, c'est de vous partager le document que j'ai préparé à votre attention. Voilà, et qui porte donc sur la location meublée, puisque c'est le thème de la présentation que je vais vous dérouler. Donc, je ne sais pas, quand je l'ai préparé, en fait, j'ai échangé avec Karine, avec Florent. Je ne mesure pas votre degré de connaissance en la matière. Je ne sais pas si vous êtes tous des pros de la location meublée. Est-ce que déjà vous voyez l'écran? Oui. Oui. Tu pourrais peut-être te mettre en affichage visionneuse. Voilà, comme ça. Ça vous va? C'est pas en visionneuse, là? Parce Non, qu'en fait, j'ai un double écran, donc je pense que je vais retirer mon double écran. Là, c'est mieux, là? Non? on voit. Là, un peu mieux. Un peu mieux? Vous voulez que j'agrandisse? Je ne sais pas. Ouais. Là, je suis en visionneuse sur mon PC, donc je ne peux pas vous dire. Bon, j'espère que vous voyez. De toute façon, je vais faire les commentaires et puis je vous le mettrai à disposition après. Bon, là, on voit. Donc, je ne connais pas votre degré de connaissance sur le sujet de la location meublée. Donc, j'ai pris le parti de faire un schéma descriptif assez général. Il y a plein de sujets annexes qu'on pourra approfondir après avec Karine. Mais l'idée, c'est essayer de vous donner un vernis qui soit suffisamment intéressant pour qu'ensuite vous repartiez de cette réunion avec des connaissances de base suffisantes pour vous dire si c'est intéressant ou pas dans le cas qui vous anime. Donc, en fait, quand on parle de location meublée, en réalité, il y a 2 régimes fiscaux. Il y a la location meublée professionnelle et la location meublée non professionnelle. C'est ce que j'ai mis entre parenthèses, le LMNP et le LMNP.
L'idée, en fait, le contexte en règle générale, c'est voilà, je suis comme Arnaud, je suis à Nantes, j'ai la cinquantaine et je souhaite investir dans un bien immobilier sur la région nantaise pour me faire un petit patrimoine complémentaire, bien évidemment, au reste. Et donc, j'envisage d'acheter un appartement voilà, pour le louer et bien évidemment à usage d'habitation. C'est important parce que là, on ne parle pas de patrimoine professionnel, on ne parle pas de locaux professionnels, on ne parle pas d'entreprise. On parle vraiment de surface locative à usage d'habitation. C'est le premier critère du sujet qui nous anime. Pour ce faire, aujourd'hui, il y a une multitude de véhicules ou de régimes spécifiques. Je ne vais pas vous les détailler aujourd'hui, mais vous pouvez investir au travers d'une SCI, une société immobilière, au travers de sociétés commerciales. Vous pouvez également imaginer des placements type SCPI. Vous pouvez investir à titre perso en direct. Et puis, on peut également investir selon un certain nombre de régimes. Alors, vous connaissez le Pinel. Si vous êtes abonné au Figaro ou à tous les journaux, là, vous voyez tout le temps, on vous bassine avec le Pinel, ou le régime de Normandie, ou le Censi-Bouvard, je vous en passe, et plein d'autres. Et puis, vous pouvez investir également avec le régime de la location meublée. Alors, c'est un régime qui est extrêmement intéressant et surtout, tous ces régimes-là, ils sont attractifs au regard des régimes fiscaux auxquels vous avez le droit. Aujourd'hui, lorsque vous percevez des loyers, vous êtes taxé sur ces loyers selon deux régimes, soit les revenus fonciers, soit les BIC, ou soit bien évidemment à l'IS. Une SCI peut être à l'IS et peut être taxée à l'IS sur ses revenus locatifs. Si on parle d'une personne privée comme vous, on est taxé en revenus fonciers ou en BIC. Ces deux régimes, en fait, ils ont des avantages et des inconvénients. Le LMNP, enfin la location meublée, elle permet d'être taxée au régime BIC. Donc, c'est ça le gros intérêt. Donc, les régimes fiscaux, la location meublée non professionnelle et la location meublée professionnelle, elles véhiculent deux avantages que j'ai mis en dessous. Elles limitent la fiscalité sur les revenus locatifs pendant la durée de la location. C'est le premier point. En d'autres termes, pour faire très simple, on peut ne pas être taxé sur les revenus locatifs que vous allez percevoir. Et parallèlement à cela, lorsque vous allez revendre le bien, vous allez être taxé sur la plus-value selon le régime des plus-values immobilières des particuliers qui est favorable par rapport à d'autres régimes que je vous expliquerai dans mon propos qui va suivre. Donc, pendant que vous gérez le bien, les loyers que vous allez percevoir, vous allez pouvoir bénéficier d'un régime très avantageux lorsque vous êtes en location meublée. Et au moment où vous allez le vendre, vous allez encore pouvoir bénéficier d'un régime également très avantageux sur la taxation de la plus-value immobilière. Donc, il y a deux grands avantages à ce régime de la location meublée. Pour les conditions d'éligibilité, alors j'ai commencé par la location meublée non professionnelle parce que je me dis que la plupart d'entre vous n'êtes peut-être pas des professionnels et que vous allez aborder le sujet par le biais de cette activité, par le biais de ce type de régime. Donc, les conditions d'éligibilité tout d'abord. Donc, le premier point, c'est ce que je vous ai dit en introduction, il faut une location à usage d'habitation. J'exclus, bien évidemment, si vous achetez votre immobilier professionnel, si vous achetez un fonds de commerce, ce n'est pas éligible, ça ne peut pas être porté par la location meublée. L'un des principes de la location meublée, c'est qu'il y ait un usage d'habitation. L'usage d'habitation, ce n'est pas forcément une résidence principale, mais il faut que la personne qui utilise le bien puisse y dormir, s'y nourrir et s'y laver, en gros. Je vous le fais encore très simplement. Donc, la location meublée, elle implique un bail que vous contractualisez avec un locataire. Le bail, il peut être en principe d'1 an, il peut être de 9 mois pour les étudiants. Et puis, je crois, Karine, tu me précisais également qu'il y avait un autre bail un peu plus court. Si tu veux décrocher ton micro, Karine. Qui est un bail spécifique, qui s'appelle un bail mobilité qui va de 1 à 10 mois. Voilà, donc il y a le bail mobilité plus court. Et puis également, si vous avez une location meublée, mais de tourisme, on va en parler, là, on peut avoir des durées d'utilisation du bien qui vont de 1 à 120 jours, par exemple, un type Airbnb, on en parlera également.
Donc, vous voyez que le principe de base, c'est un bail d'1 an. Et après, autour de ce bail, il peut y avoir des dérogations en fonction de la destination de la location et de sa durée dans le temps, si c'est saisonnier. Voilà. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut que cette location, ça soit un usage d'habitation. Ça, c'est le principe de base. En gros, un hébergement par opposition à des bureaux. Je vous l'ai dit déjà 2 fois, donc je pense que vous l'avez bien compris. Le locataire final, généralement, c'est une personne physique qui vient et qui vit dans le local dont vous lui avez mis la disposition. Ça peut être porté sur des biens neufs ou sur des biens anciens, peu importe, il n'y a pas de limite. La location meublée, ça peut très bien être une structure qui est en cours de construction ou au contraire un vieil appart, un T2 à Rennes, en plein centre de Rennes, que vous rénovez. Il n'y a pas de sujet concernant la nature, l'ancienneté du bien. Il faut juste que le bien il soit décent, bien évidemment, et qu'il puisse accueillir du public. Mais ça, c'est juste une vérité d'évidence si vous voulez avoir de l'hébergement au sein de cet actif. Le propriétaire, donc c'est vous en principe. Dans la plupart du temps, c'est une personne physique. Donc voilà, vous, moi, votre femme, etc. Ou alors, vous pouvez très bien être propriétaire au travers d'une structure juridique. Donc ça peut être une EURL ou une SARL de famille. En aucun cas, vous ne pouvez porter une location meublée au travers d'une SCI. Pourquoi? Parce que vous allez relever du bénéfice industriel et commercial. C'est ce que je disais au départ. Il y a les revenus fonciers ou les revenus BIC. Donc, c'est bénéfice industriel et commercial. Et comme ça a un caractère commercial, ça ne peut pas être une société civile qui porte cet actif. Donc, oubliez la SCI. C'est porté soit par vous, personne physique, soit au travers d'une EURL ou d'une SARL de famille. On peut très bien confier un mandat de gestion à un intermédiaire, par exemple pour les résidences de tourisme. Vous pouvez très bien investir, par exemple, dans un chalet en montagne. Vous savez, les résidences vacances. On vous vend une résidence vacances, donc vous achetez un petit appartement. Cet appartement, il est destiné à un meublé de tourisme et il est géré au travers d'une résidence et d'un gestionnaire qui va s'occuper d'administrer le bien à votre service. On peut très bien évidemment, dans la plupart des cas, investir à titre perso et le gérer soi-même. Enfin, il n'y a pas de sujet. Il est possible également de faire des prestations accessoires, mais qui doivent rester non prépondérantes à côté de la location pure. C'est-à-dire que, par exemple, dans une prestation Airbnb, vous allez mettre à disposition des clés, donc vous allez recevoir un client, vous allez faire le ménage après la location et vous pouvez imaginer fournir également des prestations hôtelières, dites para-hôtelières avec la livraison d'un petit déjeuner ou autre. Ça, c'est possible et ça ne fait pas forcément tomber le statut de location meublée. En revanche, si ces prestations deviennent prépondérantes, c'est-à-dire que il y a 4, en fait, si vous voulez, on va dire, 4 critères qui font que vous êtes dans l'hôtellerie pure. C'est si, par exemple, vous fournissez systématiquement le petit déjeuner le matin, si vous fournissez systématiquement le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, là, on est dans une activité, on va dire, d'hôtellerie pure. Et là, effectivement, on peut remettre en cause le régime de location meublée. Mais si ça reste accessoire et si vous n'atteignez pas ces 4 critères, on reste dans la location meublée, même si vous adjoignez une prestation complémentaire au service initial d'hébergement. Donc, vous retenez sur ce slide, c'est une location à usage d'habitation et vous avez un certain nombre de critères qui vous permettent de voir si vous êtes éligible. Deuxième sujet, c'est une location meublée. Donc, on doit pouvoir y dormir, manger, y vivre. Ça veut dire qu'il y a un minimum de meubles que vous devez introduire dans ce logement. Ce n'est pas une location nue, c'est une location meublée. Donc, il y a 11 critères. On doit mettre de la literie, voilà, avec une couette ou une couverture. Vous devez avoir des volets, c'est-à-dire un dispositif d'occultation des fenêtres. On doit avoir une plaque de cuisson, on doit avoir un four ou un micro-ondes, un réfrigérateur. Voilà, on doit pouvoir faire la vaisselle après la prise de repas. On doit avoir des ustensiles de cuisine, des tables et des sièges, des étagères de rangement, des luminaires et du matériel d'entretien ménager adapté. En gros, ça peut être un balai. Donc ça, c'est les
11 critères qui sont définis par l'administration fiscale et qui vous permettent de dire que vous êtes vraiment dans une location meublée. Alors, si vous voulez… Allô? Quelqu'un parle? J'entends un écho? Non? Non, je pense que c'est juste accessoire. Donc voilà, donc ces 11 critères, c'est ceux qui permettent à l'administration fiscale de vérifier que vous êtes bien dans une location meublée et pas dans une location nue. Donc c'est assez simple de répondre aux exigences de l'administration. Et si bien évidemment vous envisagez de faire une location du type saisonnier Airbnb, à charge pour vous quand même d'y ajouter une télévision, d'y ajouter le Wi-Fi, d'y ajouter un certain nombre d'éléments courants que les gens ont l'habitude de trouver dans leur location Airbnb, sans quoi, bien évidemment, vos loyers ne seront peut-être pas en adéquation avec les attentes et puis la prestation ne sera pas en adéquation. Mais en toute occurrence, voilà les éléments minimums qu'il faut avoir pour pouvoir être éligible à la location meublée. Il y a ensuite, enfin, pour être dans le statut de non-professionnel. C'est la plupart du temps, les gens qui viennent et qui commencent dans ce type de régime, ce sont des non-professionnels. Alors, comment ça s'évalue? Ça s'évalue par rapport à votre degré de connaissance en la matière, mais au regard du montant des revenus que vous allez tirer de ces locations et au regard également des revenus que vous avez de votre foyer fiscal. Je m'explique. Voilà, il faut que les loyers, charges comprises, perçus par l'actif que vous mettez en location meublée, ne doivent pas dépasser sur une année pleine 23 000 €. Dès lors que vous êtes en dessous de ce seuil, c'est le premier critère qui fait qu'on considère que vous pouvez être non professionnel. Le deuxième critère, il faut que ces revenus issus de cette activité ne dépassent pas 50% des revenus du foyer fiscal. Donc, je vous ai donné 3 exemples en dessous. Si vous générez, par exemple, sur une année, 22 000 € de revenus via votre location meublée, vous bénéficiez donc par défaut du statut de loueur non professionnel. Si vous générez 25 000 € de revenus locatifs et touchez 20 000 € de salaire en parallèle, vous basculez alors dans le régime des loueurs en meublé professionnel. Pourquoi? Parce que vous avez plus de 23 000 et qu'en plus, les 25 000 dépassent largement les 50% du foyer fiscal qui est sur une base de 20 000 € dans le cas présent. Et si toutefois, troisième exemple, vous générez toujours 25 000 € de revenus locatifs et que vous touchez 30 000 € de salaire, alors vous conservez le statut de location meublée non professionnelle. Sinon, dans tous les autres cas, vous basculez dans le statut de location meublée, mais à caractère professionnel. Donc, si on résume, 23 000 € de revenus, ça reste quand même pas mal, hein. Enfin, il faut les atteindre déjà. Parce que si vous prenez un appartement type 2, type 3 en province, vous pouvez le louer 800 €, on va dire, sur une ville comme Angers. Vous n'atteignez pas sur une année les 23 000 €, vous êtes à peine à 10 000 €. Donc, il vous en faut 2 ou 3 pour commencer à imaginer de dépasser le seuil des 23 000 €. Et puis ensuite, globalement, j'imagine que vous êtes tous cadres ou assimilés. Vous êtes tous probablement mariés ou avec un conjoint, donc votre foyer fiscal, à mon avis, dépasse largement le seuil indiqué dans les exemples. Donc, globalement, pour basculer au statut de location meublée professionnelle, il faut quand même tout focaliser sur ce type d'activité et avoir à côté peu de revenus différenciants, en fait. Donc, ça vous donne une idée un peu des volumes qu'il faut dégager. Si je continue, donc une fois que vous êtes dans les conditions, vous avez un logement destiné à l'habitation que vous louez soit sur un an, soit de manière saisonnière, que vous avez équipé correctement, conformément, et qui ne représente pas une part prépondérante de vos revenus, vous tombez sous le régime de la location meublée non professionnelle. À partir de là, vous allez me dire, bon, ouais, tout ça c'est bien sympa, mais c'est quoi l'avantage? Donc, on va en parler. L'avantage, c'est un avantage purement fiscal. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le LMNP vous exclut des revenus fonciers. Donc, si vous connaissez le régime des revenus fonciers,
c'est un régime qui vous permet, qui vous conduit à déclarer dans votre feuille d'imposition les revenus que vous dégagez au titre des locations et vous bénéficiez de quelques abattements et d'un plafonnement notamment des reports déficitaires que vous pourriez générer grâce à ces revenus fonciers, mais ça reste relativement limité. Alors que quand vous basculez sous le régime de la location meublée, vous pouvez prétendre au régime BIC, et ce régime BIC, pour vous donner une image, c'est un peu comme le régime de l'impôt sur les sociétés. Il y a un certain nombre de charges qu'on va pouvoir déduire des loyers. Et notamment, on va pouvoir déduire les amortissements du bien immobilier dont vous avez la propriété et qui viennent, si vous vous débrouillez bien, écraser le montant des loyers. Et ainsi, vous allez pouvoir calculer une base fiscale sur laquelle vous allez être imposé à l'impôt sur le revenu. Mais compte tenu de la dotation aux amortissements et des charges que vous allez pouvoir imputer sur vos loyers, globalement, on peut éluder, si vous voulez, la fiscalité sur ce type de revenus locatifs. Alors, je dis éluder, on peut surtout la réduire un maximum et ainsi éviter d'avoir à payer de l'impôt sur ces revenus locatifs. Donc, les sommes issues des activités de location meublée, c'est ce qu'on vous dit, ça c'est l'article du Code général des impôts, article 35, qu'elles soient habituelles ou occasionnelles, sont taxées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Donc, qu'est-ce que ça implique? Mon deuxième sac qui suit, déductibilité. Alors, il y a deux régimes au niveau des bénéfices industriels et commerciaux. Je vous les ai mis dans deux colonnes, soit le micro-BIC, soit le réel, on va dire. Donc, le micro-BIC, c'est un peu ridicule comme nom, moi je trouve, enfin, c'est un peu passéiste, mais bon, ça peut être intéressant. En gros, c'est si vos loyers ne dépassent pas 72 000 € par an, ou si vos revenus liés à ces activités ne dépassent pas 72 600 € par an, vous êtes en droit d'appliquer un abattement forfaitaire de 50% sur le loyer pour en déduire la base fiscale sur laquelle vous allez être taxé à l'impôt sur le revenu. Donc, en gros, on ne se prend pas la tête, on ne fait pas de compta et on prend ses loyers et on fait un abattement de 50% et on déclare donc comme base fiscale à votre impôt sur le revenu avec vos tranches de barème d'impôt sur le revenu, 50% du montant des loyers. Ça peut être intéressant, notamment lorsque vous avez des locations meublées de tourisme qui sont classées ou des chambres d'hôtes. Dans ce cadre-là, le barème d'abattement, il passe de 50 à 71%, ce qui peut être intéressant. Surtout si, globalement, vous n'avez pas beaucoup de dotation aux amortissements à calculer sur cet actif. Dans ce cadre-là, par exemple, si ça fait très longtemps que vous êtes propriétaire de cet actif, il n'y a plus beaucoup de dotations aux amortissements et donc l'abattement au micro-BIC peut être intéressant. Voilà. Mais globalement, dans 80% des cas, on va passer au réel, que je vais vous expliquer après. Le micro-BIC, vous l'avez compris, il y a juste un abattement, mais on ne déduit aucune charge réelle constatée. C'est vraiment un forfait. Il n'y a pas de comptabilité à tenir. On est toujours taxé à l'impôt sur le revenu. Et c'est dans votre 2042 CPRO, je vous l'ai mis, mais voilà, vous avez un cadre à indiquer le montant que vous déclarez après abattement de 50 ou 71%. Et donc, on est taxé à l'impôt sur le revenu. J'ai déjà mis 2 fois. Le réel, c'est un truc un peu plus intéressant parce que vous allez pouvoir déduire au réel toutes les charges. Donc ça veut dire que tous les frais de fonctionnement, tous les coûts qui sont afférents à l'actif et ainsi que les dotations aux amortissements, vous allez pouvoir les déduire du revenu foncier. Donc ça vous permet quand même de considérablement écraser l'assiette de l'impôt sur le revenu que vous allez devoir payer une fois que vous aurez déduit toutes ces charges. Donc, on déduit surtout les amortissements comptables. Ça, c'est quand même très intéressant. On déduit les intérêts d'emprunt, on déduit la CFE lorsque vous devez la payer. Et donc, dans ce cadre-là, la contrainte, c'est de tenir une comptabilité annuelle, mais qui est quand même pas très compliquée, et de faire une liasse à côté de votre liasse d'impôt sur le revenu spécifique, une liasse 2031, que vous trouverez sur impôt.gouv et qui est très didactique et dans laquelle vous allez pouvoir déclarer vos revenus locatifs moins l'ensemble des charges qui sont imputables à l'actif.
Ensuite, vous déterminez une base fiscale sur laquelle on va appliquer l'impôt sur le revenu. Ce qui est intéressant également, c'est que si vos charges sont plus importantes que vos revenus, je vous le fais très simple, parce qu'il y a une limite, c'est celle des dotations aux amortissements. Il ne faut pas que le montant des dotations aux amortissements conduise à du déficit, sans quoi il y a un retraitement. Mais retenez que si vous générez du déficit, si vos charges sont plus importantes, ce déficit, on va pouvoir l'imputer sur les revenus locatifs futurs pendant plus de 10 ans. Ce qui ne sera pas le cas, par exemple, pour la location meublée professionnelle, où là, ça sera limité à 6 ans. Mais par contre, les déficits sont élargis à l'ensemble des revenus du foyer fiscal. Donc, il y a une petite différence par rapport à la location meublée non professionnelle. Mais si, là, j'ai bien compris la physionomie des gens qui sont présents, vous serez sur de la location meublée non professionnelle. Et donc, dites-vous que le déficit que vous générez, il est imputable sur les loyers des années futures pendant 10 ans. Sur les charges, j'avais une petite précision quand même. Elles doivent être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation et se rattacher à la gestion normale de l'actif. Donc, si vous décidez d'aller au restaurant avec votre femme, si vous décidez de mettre des frais d'avion, bon, je vous le dis tout de suite, on ne pourra pas les déduire des revenus locatifs. Ça doit correspondre à des charges effectives et être appuyé par des justificatifs. Des tickets de caisse qui ne mentionnent pas la nature du bien ne peuvent pas normalement être déduits. Voilà, il faut être sérieux et donc suivre ça convenablement. Et bien évidemment, elles doivent être comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées. Voilà, on ne peut pas générer des charges issues du passé. Enfin, voilà, il faut que tout soit correctement traité. Et ce, de manière assez comptable. Je vois qu'il commence à y avoir des questions, alors je ne les ai pas regardées. Ou alors, je vais répondre à ces questions, ouais, et j'ai un exemple derrière, vous allez voir, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un exemple. Donc, je vous ai prévu un petit exemple. Alors mince, mon truc ne bouge plus. Attendez, j'arrive plus à avancer. Là, je suis revenu en arrière. Voilà, je vous donne un exemple sur les amortissements. Vous avez raison. Si vous achetez un appartement qui vaut 250 000 €, cet appartement, donc, il est destiné à l'hébergement et donc à usage d'habitation. Vous faites des petits travaux, bon, tout ce que vous voulez. Et donc, on a un investissement global à 250 000 €. Ce qu'il faut, c'est le décomposer, ce bâtiment. L'administration fiscale vous oblige. Et donc, sur les 250 000 €, je vous donne un exemple. On dit en moyenne qu'entre 10 et 15% correspond à la valeur du terrain, qui n'est pas amortissable. Et le reste, c'est la valeur du bâtiment pour 212 500 € qui va être amortissable. Et donc, aujourd'hui, l'amortissement, il doit se décomposer en différentes structures relatives à ce bâtiment. Donc, il y a le gros œuvre dans un premier temps. Je vous ai mis un exemple, c'est 50% de la valeur du bâtiment. Il y a la façade, l'étanchéité, la couverture, c'est 15%. L'agencement, le chauffage, c'est 15%. Et les agencements intérieurs, la décoration, 20%. Je ne vous ai pas mis le mobilier, mais vous pouvez le rajouter, bon, peu importe. Et donc, en fonction de cette décomposition de valeur, on va appliquer des durées d'amortissement qui sont différentes. Donc, le gros œuvre, c'est un actif durable, affecté durablement. Ça se dégrade lentement dans le temps. Donc, j'ai mis 40 ans de durée d'amortissement. La façade, il faut peut-être la refaire tous les 20 ans, donc j'ai mis 20 ans. L'agencement, le chauffage tous les 15 ans et l'agencement intérieur tous les 10 ans, parce que ça va s'user, il faudra repeindre, etc. Donc, tout ça, ça me permet de décomposer mon actif et d'en déduire, si vous voulez, la dotation aux amortissements que je vais pouvoir imputer chaque année sur les revenus locatifs que vous allez percevoir. Donc là, dans le cas présent, je n'ai plus exactement l'idée, mais j'ai un exemple derrière, tout compris, qui va vous présenter l'avantage d'être en LMNP par rapport à des revenus fonciers. Il y avait une question que je m'étais posée aussi, c'est à partir de quand j'amortis le bien et selon quelle durée. Je m'explique. Vous avez un appartement à Paris. Voilà, je suis jeune cadre dynamique, je suis resté 15 ans à Paris. J'ai mon petit appart dans le 15e, rue du Commerce. Et puis, moi, je suis muté en province.
je n'ai pas besoin de le revendre et donc je vais le mettre en location meublée. Je vais laisser des meubles pour correspondre au régime et donc je vais le mettre en location meublée. La question qui se posait, c'est à partir de quand on va amortir le bien, enfin, et puis sur quelle durée, parce que le bien, vous l'avez déjà acheté il y a 15 ans et vous vous projetez sur, j'en sais rien, les prochaines années. La réponse, c'est que en cas alors, la réponse, c'est que le bien, je vais l'amortir à partir du moment où je vais me mettre en location meublée. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, vous allez créer une URL et vous allez faire indirectement la porte ce bien à un instant de raison T. À ce moment-là, on va évaluer le bien, c'est-à-dire qu'on va lui donner une valeur, on a tout intérêt. Donc, ce qu'il faut, c'est éventuellement avoir un prix au mètre carré et on va lui donner une valeur. On va le décomposer conformément aux explications que je vous ai données. Et à partir de là, on va calculer un amortissement. Et on va l'amortir sur la durée future. Voilà, vous allez le garder encore pendant 40 ans, donc je vais l'amortir sur les objectifs que je vous ai dit. Et donc, à partir de là, on l'amortit. Je vous apporte quand même une précision complémentaire que j'ai mis dans le slide, c'est que vous pouvez très bien imaginer une maison de vacances. Un autre cas, j'ai une maison de vacances, je vais essayer de la louer les mois de juillet et mois d'août, sinon dans l'année, c'est moi qui vais l'utiliser. Dans ce cadre-là, les loyers, je ne vais pas avoir 12 mois de loyer, mais je vais avoir un montant de loyer encaissé au titre des vacances pendant lesquelles je l'ai loué. Par contre, la dotation aux amortissements, je ne vais pas pouvoir imputer 100% de la dotation aux amortissements. Donc, il faut l'imputer pendant les périodes de location à minima. Et si vous êtes capable de prouver à l'administration fiscale que vous l'aviez mis en location, mais que personne n'était présent pendant une période donnée, vous pouvez également déduire cet amortissement. Par contre, les périodes où c'est vous qui utilisez le bien, ce qui est quand même compliqué à contrôler, l'administration fiscale considère que vous ne pouvez pas calculer une dotation aux amortissements déductible des loyers lorsque c'est vous qui l'occupez. J'espère que je me suis bien exprimé, mais en gros, la charge de la preuve, c'est à vous de dire que si vous appliquez une dotation aux amortissements sur un an sur un bien qui n'est loué que 3 mois, il faut prouver que pendant toute cette année, il était mis en ligne et il pouvait être loué, et que voilà, vous n'y étiez pas à titre perso dedans. Sinon, vous comprenez bien que l'administration fiscale se fait un peu avoir et vous êtes amené à déduire alors même que le logement est quasiment pas loué. Voilà pour la dotation aux amortissements. J'ai un dernier slideshow qui va vous intéresser, je pense. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est un tableau avec mon petit appartement à 250 000 €. Je le loue en gros 833 € par mois, soit sur 12 mois pleins, 10 000 €. J'ai mis ici voilà, les régimes lorsque c'est vous qui portez directement l'acquisition. Donc, on n'est pas dans le cadre d'une SCI, hein, on oublie ça. Voilà. Donc, si c'est en location meublée non professionnelle, je vous ai dit, il y a 2 régimes, le régime réel ou le micro-BIC. Et si vous n'optez pas pour une location meublée, mais par exemple que vous étiez en location nue et que ça tombe dans des revenus fonciers traditionnels, voilà ce que ça donne. Donc, pour 10 000 € de loyer annuel, dans les 3 cas, si je prends les revenus fonciers, 10 000 €, vous pouvez déduire un petit peu les intérêts d'emprunt. Voilà. Vous avez des frais de gestion, un peu de taxes foncières, mais au final, les déductions se limitent à 4 780 €. Et au final, vous avez une base d'imposition de 5 220 € sur lequel vous allez être taxé sur votre tranche marginale, j'imagine à 30%, voilà, plus les prestations sociales à 17,2, CSG, CRDS, et donc vous avez un taux d'imposition de 2 464 €. Si vous êtes en LMNP micro-BIC, vous avez 10 000 € de revenus. Vous vous souvenez, micro-BIC, alors je ne suis pas allé chercher un truc trop compliqué, j'ai dit le forfait à 50%, vous avez un abattement de 50%, vous avez une base taxable à 5 000 €, on applique votre tranche marginale d'imposition à 30, et ensuite les 17,2, on arrive à un taux d'imposition de 2 360, et donc voilà, vous voyez qu'il y a une légère différence par rapport aux revenus fonciers, mais ce n'est pas flagrant. Par contre, je me mets au réel. Alors là, c'est bien plus avantageux. J'ai 10 000 € de loyer. Bon, j'ai des intérêts d'emprunt, je ne sais pas, je l'ai mis à 100% avec des intérêts d'emprunt sur, j'ai mis, je crois, c'était un emprunt sur 10 ans. Ça fait 3 900 € par an d'intérêts d'emprunt. J'ai ma taxe foncière que je peux déduire.
J'ai la CFE que je peux déduire parce que la CFE, elle est due par les sociétés qui sont éligibles aux activités commerciales. Et donc, comme je suis en BIC commercial, j'ai la CFE à payer, donc elle est déductible. Et puis, j'ai mes amortissements à environ 9 000 € par an. Donc, si vous voulez, je vais déduire 14 000 €. Donc, alors, négatif, en fait, c'est un déficit que j'ai géré. Et donc, pas d'imposition à payer. Donc, je ne sais pas si ce type d'exemple est assez parlant dans votre esprit. C'est très simplifié. Il y a sûrement il y a des points, notamment au niveau de l'amortissement. Je ne peux pas déduire 100% de l'amortissement, mais je vous passe l'exemple. C'est simplement pour vous donner les grands principes et vous dire qu'effectivement, le régime réel est, dans le cas présent, le régime le plus avantageux par rapport à un microbic ou à un revenu foncier. Et je suis dans un cas extrêmement simple de location à usage d'habitation géré par vous-même. Il n'y a pas de para-hôtelier, ce n'est pas une chambre d'hôte. Enfin, voilà, on est un truc très simple. Donc, en toute occurrence, la location meublée au régime réel, ça reste un élément extrêmement intéressant. Les contraintes, c'est que vous devez tenir une comptabilité, c'est que vous devez être un petit peu exigeant, mais c'est quand même pas très compliqué in fine. Un point sur le mécanisme du report déficitaire. Donc, les déficits retirés d'une location meublée non professionnelle sont reportables pendant 10 ans, exclusivement sur les revenus provenant d'une location meublée non professionnelle. En gros, le report déficitaire, vous ne pouvez pas l'imputer sur votre impôt sur le revenu à vous, quoi. Je veux dire, sur le foyer fiscal. C'est vraiment dans votre foyer fiscal, vous avez des revenus locatifs et je ne peux les imputer que sur ces revenus locatifs. Il y a un petit exemple, mais voilà, je vais vous le lire avec vous. Vous avez une activité professionnelle imposée en BIC professionnel et vous louez un logement meublé. Suite à des travaux, votre location meublée non professionnelle est déficitaire de 1 000 € l'année N, alors que le résultat de votre activité artisanale, mais bon, peu importe, hein, artisan ou salarié, est de 2 000 €. Votre revenu imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année N est de 2 000 €, puisque bien évidemment, j'ai un déficit. Vous ne pouvez pas déduire votre déficit provenant de votre location meublée non professionnelle du résultat de votre activité artisanale ou de votre revenu salarié. Bon, je pense que c'est clair. Donc, en fait, le report déficitaire qui est généré n'est fléchable que sur des revenus locatifs de même nature, et ce pendant 10 ans. Oui, si je me permets juste une précision, c'est effectivement de même nature. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs appartements meublés, oui, on peut jouer entre les différents appartements. Par contre, si vous avez un appartement nu et un appartement meublé, c'est absolument impossible de jouer entre les deux. Exactement. Donc, de même nature, retenez ce qu'on vient de dire. Donc, ça, c'est le mécanisme du report déficitaire. Donc, on a vu le mécanisme de la taxation des flux chaque année. On a vu le mécanisme du report déficitaire. Et maintenant, on va voir le dernier mécanisme qui est quand même hyper intéressant, c'est lors de la revente du bien. Lors de la revente du bien, vous allez bénéficier du mécanisme des plus-values immobilières des particuliers. Donc ça, c'est comme les revenus fonciers, si vous voulez. On est dans le régime BIC, on bénéficie du régime des bénéfices industriels et commerciaux avec la déductibilité des charges. Et au moment où je revends, on oublie ce régime-là et on bénéficie du régime des plus-values immobilières des particuliers qui, je vous le rappelle, vous permet des abattements à l'impôt sur le revenu et des abattements sur les prélèvements sociaux en fonction de la durée de détention du bien. Donc, pour faire simple, retenez qu'au bout de 30 ans, vous n'avez plus rien à payer sur la plus-value. Après, je vous ai mis le tableau en dessous qui vous indique le montant de l'exonération dont vous allez pouvoir bénéficier sur la plus-value qui sera, elle, taxée selon votre barème d'imposition. Donc, vous voyez le taux d'abattement par année là, qui est décrit. Alors ça, c'est pour l'impôt sur le revenu. Et n'oubliez jamais que vous avez toujours des prélèvements sociaux qui s'élèvent à 17,2 aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années, ce n'était qu'à 15,5 %. Moi, j'ai connu le 15,5 %. Voilà. Et aujourd'hui, c'est 17,2. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Si vous étiez, par exemple, avec une SCI à l'IS, vous seriez taxé à l'IS. Et ensuite, pour que l'argent revienne vers vous, personne physique, il faudrait distribuer du dividende. Et donc là, il y aura encore une taxation, etc. Alors que là, le bien, il vous est la propriété en direct et vous bénéficiez de la plus-value des immobiliers des particuliers.
Autre point intéressant pour les plus riches d'entre vous, alors moins intéressant lorsque vous êtes en location meublée non professionnelle, mais cet actif que vous détenez, il rentre dans votre base dans la base de calcul de l'IFI. Donc, voilà. Le bien locatif sous le régime du LMNP entre dans le champ de l'IFI, contrairement aux biens placés sous le régime de la location meublée professionnelle. Donc, si vous êtes, dans la plupart des cas, en non professionnel, il faudra faire attention que cet actif soit bien intégré dans votre réflexion sur votre IFI. L'IFI, la base, c'est 1,3 million. Donc, si vous avez des actifs immobiliers qui ont une valeur supérieure à 1,3 million, ce qui peut arriver assez rapidement avec la hausse des prix de l'immobilier, vous avez un bel appartement à Paris, vous avez une maison secondaire, vous héritez, on s'approche des 1,3 million. Et donc, en plus, si vous faites de l'investissement en location meublée, dites-vous que ça rentre également dans le calcul de votre patrimoine susceptible d'être assujetti à l'IFI, dont la base est à 1,3 million. Juste une petite question, pardon. On est d'accord que ça, c'est net de dette, hein? Net de dette, oui. Dans le calcul de l'IFI, c'est net de dette. Ouais, on est bien d'accord. Mais quoi qu'il en soit, puis en plus, sur votre maison principale, vous avez une décote de 30%. Enfin, l'IFI, oui, il faut, ça s'approche facialement, mais il faut s'être désendetté pour vraiment pouvoir dépasser le seuil. La taxe sur la valeur ajoutée. Alors oui, le principe, c'est de dire que si on est dans une location meublée basique que vous gérez vous-même et que ce n'est pas un investissement, par exemple, dans une… Mais ça, Karine, je vais te laisser le dire derrière. Mais en principe, il n'y a pas de TVA. Par contre, Karine, si tu veux prendre la parole et expliquer notamment lorsque c'est un produit quand vous achetez un produit type résidence étudiante, EHPAD et autres, il y a de la TVA. Oui. Parce qu'il y a du para-hôtelier. En fait, c'est vrai que ça, c'est un gros part du marché, ce sont les ventes de résidences étudiantes, notamment les banques vendent ça. Elles le vendent un petit peu comme un produit financier, en disant vous allez voir, vous inquiétez pas, et puis c'est pas cher. Et effectivement, c'est pas très cher parce que vous êtes un particulier, donc vous achetez en TTC, mais dans le cadre des résidences gérées. Et donc, par rapport aux 4 services dont parlait Charles-André, là, il n'y a même pas la charge de la preuve à faire, c'est automatique. Donc, ça peut être de l'EHPAD, ça peut être du tourisme, ça peut être résidence personnes âgées, ça peut être résidence étudiante. Dans ce cas-là, vous achetez TTC, mais le fisc vous rembourse la TVA. Et par conséquent, vous allez avoir des tickets d'entrée assez faibles grâce à ce jeu de remboursement de TVA qui est de 20% quand même. Il y a des contraintes, hein, bien évidemment. Il faut garder ensuite le bail commercial en place pendant 20 ans. Donc, vous pouvez revendre, mais il faut que la personne qui achète conserve le bail commercial. Mais sous réserve que le bail commercial se passe bien, que le gestionnaire ne fasse pas défaut. Voilà, vous avez cet avantage fiscal énorme. La contrepartie, c'est évidemment les loyers que vous touchez en TTC. Il faudra rendre aussi la TVA sur les loyers. Mais donc, quand on fait des calculs de renta, on les fait bien entendu hors taxe sur hors taxe. Moi, je rajoute le fait, pour ceux qui n'ont pas totalement compris la gestion de la TVA, c'est que si vous le faites vous-même, vous achetez votre T2 à Rennes et vous faites des travaux à l'intérieur, etc. Vous allez avoir probablement le plombier, des achats, des trucs TTC. Donc, la problématique qu'avaient un certain nombre de gens, c'est de dire merde, moi je paye TTC, je ne peux pas demander la déductibilité de la TVA. Et moi derrière, comment ? Je ne peux pas demander la déductibilité de la TVA. Et donc, derrière, je vais facturer mon étudiant ou je ne sais qui hors taxe. Donc, il y avait des petits malins qui disaient, bon, voilà, pour pouvoir être éligible à la TVA, il faut que j'ai une activité para-hôtelière. Et donc, c'est ce que je disais, enfin, c'est ce qu'on échangeait avec Karine. Ces gens-là disaient, moi, je vais faire la livraison de croissants, je vais faire du nettoyage, je vais faire l'entretien du linge et les petits déjeuners. Voilà, et à l'époque, je pense que le fisc ne contrôlait pas beaucoup et était plutôt magnanime. Et donc, ça permettait de collecter de la TVA d'un côté, en contrepartie des prestations dont je viens de vous expliquer la nature, et de l'autre côté, ça me permettait de déduire la TVA sur les travaux qui étaient réalisés. Ça, c'est un jeu sur lequel, lorsque vous êtes un particulier, il ne faut pas trop jouer, surtout si vous ne faites en réalité pas les prestations para-hôtelières dont on parle. Donc,
La difficulté, c'est que si vous achetez un bien, vous allez devoir payer de la TVA et derrière, vous n'allez pas collecter de TVA, donc vous ne serez pas éligible à la déductibilité de la TVA. Par Oui. contre, la valeur du bien va être augmentée du montant de la TVA et donc par le jeu des amortissements dont je vous ai parlé, permettra de lisser, si vous voulez, cet impact de décaissement de TVA initial dans le temps avec l'économie d'impôt que vous allez générer. Ouais. Je complète juste, il ne faut pas trop jouer parce qu'effectivement, le législateur était assez tolérant il y a quelques années. Il l'est beaucoup moins et donc il faut prouver que les services sont réellement fournis et de manière pérenne et constante et sur du long terme. Enfin, voilà, c'est pas juste une fois de temps en temps, c'est régulièrement et pendant des mois et des mois, voire des années et des années que je fournis effectivement 3 services sur 4 au minimum. Sinon, je suis retoquée. Voilà. Donc en fait, globalement, la gestion de la TVA, elle est possible dans les produits qui sont commercialisés par les banques ou par tout autre organisme. Elle est plus compliquée si vous le faites par vous-même. J'en ai fini, si vous voulez, sur les conditions d'éligibilité à la location meublée. Je vous ai présenté la taxation de la location meublée tout au long de la vie de la location. Je vous ai parlé des amortissements, des dotations, des charges. On a vu, lorsque je revends le bien, l'avantage de la plus-value des particuliers. On a parlé du report des déficits sur 10 ans pour une même typologie de revenus. Et donc, on a parlé de l'IFI et de la TVA. Je vais vous parler, mais de manière beaucoup plus courte, de la location meublée professionnelle, qui, elle, n'est pas très éloignée de ce que je viens de vous présenter, au moins dans les conditions d'éligibilité au départ. C'est toujours un bien d'habitation. Enfin, ça ne change pas. Par contre, quelles sont les différences par rapport aux non-professionnels ? Eh bien, on en a touché 2 mots au départ de notre introduction, mais c'est les fameux seuils dont j'ai parlé tout au départ, les 23 000 € de revenus locatifs, charges comprises, qui doivent obligatoirement être dépassés. Donc, les recettes annuelles perçues par la location meublée professionnelle doivent obligatoirement dépasser un plafond de 23 000 € pour la totalité du foyer fiscal. Alors, ça veut dire que si votre femme est propriétaire et vous-même êtes propriétaire, vous formez ce qu'on appelle un foyer fiscal et donc on met en commun. Et si ça dépasse 23 000 €, c'est la première condition qui est atteinte. La deuxième, c'est que ces recettes doivent être supérieures aux autres revenus du foyer fiscal. Donc, les salaires, rémunération de gérance et autres. En gros, c'est votre métier principal ou alors vous êtes en retraite. Mais vous devenez un professionnel de ce type d'activité et vous gérez un parc immobilier important qui vous permettent de dégager des revenus suffisants et principaux par rapport aux revenus du couple. À partir de là, vous êtes en location meublée professionnelle. Location meublée professionnelle, c'est le même régime, c'est le régime fiscal du BIC dont je vous ai parlé, déductibilité des charges, déductibilité des amortissements, etc. Les seules différences, c'est au niveau du mécanisme de report déficitaire. Pour la location meublée non professionnelle, c'est 10 ans. Pour la location meublée professionnelle, c'est 6 ans. Deuxième aspect, c'est que ce report, est imputable sur le revenu global du contribuable, sans limitation de montant. Alors que vous aviez compris, et Karine a bien souligné, que pour ce qui est de la location non professionnelle, le report n'est possible que pendant 10 ans, uniquement sur des revenus de même nature. Je vous ai donné un exemple. Vous êtes un loueur en meublé professionnel et votre conjoint est salarié. En N, votre activité de loueur en meublé professionnel génère un déficit qui s'élève à 10 000 €, alors que les salaires imposables de votre conjoint s'élèvent à 40 000 €. Le revenu imposable de votre foyer sera donc de 30 000 €, c'est-à-dire les 40 000 € de revenus de votre épouse, moins le déficit imputable de 10 000 € généré par la location de vos actifs. Aucun déficit n'est reportable en N+1. En N+1, votre activité de loueur en meublé professionnel génère un déficit de 20 000 €, donc 2 fois plus, tandis que les salaires de votre conjointe à accident de la vie ne s'élèvent qu'à 10 000 €. Donc, dans ce cadre-là, au titre de N+1, le revenu imposable du foyer sera alors nul. Ça sera les 20 000 €, 10 000 € de revenus moins 10 000 €, donc pas d'imposition, et on aura un déficit reportable de 10 000 € sur les années suivantes.
et ce pendant 6 ans. Une fois qu'on le dit dans un exemple, je pense que c'est quand même très compréhensible. Dernier point, beaucoup plus avantageux encore pour si vous êtes des professionnels, c'est que comme vous êtes des professionnels, l'administration fiscale considère que l'achat-revente des biens, c'est un truc que vous allez faire plus régulièrement. Vous allez avoir un parc immobilier, vous allez faire des arbitrages, donc ça va rentrer dans votre logique professionnelle de revenus, et donc vous êtes amené plus régulièrement à faire des achats-reventes de biens. Et donc, dans ce cadre-là, vous bénéficiez d'une exonération totale de plus-value dès lors que vous détenez depuis plus de 5 ans le bien. Exonération totale lorsque… Alors, il y a une règle un peu compliquée, je vous l'ai mis, c'est lorsque la moyenne des recettes tirées de la location au titre des exercices clos au cours des 2 années civiles qui précèdent la date de clôture de l'exercice de réalisation de la plus-value n'excède pas un seuil de 90 000 €. Si, par exemple, vos revenus n'excèdent pas 90 000 € pendant les 2 dernières années suite à laquelle vous avez vendu le bien, vous êtes exonéré, et que vous détenez le bien depuis plus de 5 ans, vous êtes exonéré d'impôt sur la plus-value. En revanche, si ce n'est pas le cas, vous avez une exonération partielle si ces recettes sont comprises entre 90 000 et 126 000 €. Si l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, elles sont soumises au régime des plus ou moins-values professionnelles à court ou long terme. Donc là, ça dépend de la durée et donc vous avez des taux d'imposition qui sont spécifiques en fonction de ces 2 situations différentes à court ou à long terme. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais si vous voulez, on approfondira. Je pourrais vous envoyer de la doc là-dessus. Il y a un dernier point, c'est les particularités sociales. Alors, dès lors que l'administration, et notamment les URSSAF, ils ont toujours très peur que ces revenus, finalement, on puisse les requalifier de salaire. Et donc, aujourd'hui, il y a des règles qui font qu'au-delà d'un certain volume de revenus, vous allez être taxé en sus de votre impôt sur le revenu et de la CSG-CRDS, comme si vous étiez cotisant avec des cotisations sociales. Donc ça, je vous l'ai mis dans un dernier tableau, mais je n'ai pas prévu de vous le réexpliquer. Mais si vous voulez, on le fera après. Au plan fiscal, 2 solutions. Vous êtes en location meublée professionnelle. Vous avez des recettes individuelles qui sont supérieures à 23 000 €. Ça commence à taper. Pour tout type de location, donc vous allez tomber dans la nécessité de payer, en plus de votre impôt sur le revenu, des cotisations sociales professionnelles. En gros, on va considérer… Allô? Ah oui, Non, c'est… excusez-moi. Des cotisations sociales professionnelles. Donc, en sus de l'impôt sur le revenu, même s'il est quand même vachement optimisé, vous allez devoir en plus payer des cotisations sociales auprès des URSSAF pour les sommes que vous touchez au titre des loyers. Au plan fiscal également, alors si vous êtes en location meublée non professionnelle, là ça se complexifie un peu. Donc si vous avez des recettes individuelles qui sont inférieures à 23 000 €, ça c'est pas de problème. Tout type de location, vous n'avez que les prélèvements sociaux. Donc ça c'est la CSG-CRDS que je vous ai expliqué dans l'exemple que je vous avais mis dans un des slides précédents, c'est les 17.2. Si vous êtes en LMNP, mais que vos recettes individuelles sont supérieures à 23 000 €, et qu'en plus, ce sont des locations saisonnières type Airbnb, vous avez en plus des prélèvements sociaux et d'IS, des cotisations sociales professionnelles à payer. Et en revanche, si ce n'est pas des locations saisonnières, mais des locations longue durée, 1 an, vous n'avez que les prélèvements sociaux. Donc, les 17.2 que vous payez avec votre impôt sur le revenu une fois par an. Voilà la petite subtilité aujourd'hui qui fait qu'il y a eu beaucoup d'articles là-dessus et qui vous amenaient à vous interroger si c'était toujours rentable, etc. Sur la rentabilité de ce type de placement, moi, je ne peux pas vous donner d'avis. C'est le lieu, c'est le prix que vous l'avez payé, c'est les travaux que vous avez réalisés. Enfin, voilà, il y a des calculs à faire. Mais mon objectif aujourd'hui, c'était de vous donner les grandes lignes d'analyse à retenir lorsqu'on veut aborder la notion de location meublée. Ça reste quand même très attractif. Ça vous permet de bénéficier quand même tout au long de la vie de la location de déductibilités qui sont quand même intéressantes et importantes.
Et en fin de vie, quand vous allez le revendre, ça vous permet également d'avoir le régime des plus-values des particuliers qui reste attractif, même s'il a été passablement dégradé depuis un certain nombre d'années. Alors, juste pour compléter l'aspect expert comptable est clair, moi je vais juste parler de l'aspect commercial. Oui, c'est intéressant fiscalement, mais encore faut-il s'assurer qu'il y a une demande locative. C'est-à-dire qu'on peut faire tous les chiffres, tous les calculs du monde et toutes les simulations du monde. Si vous n'avez pas ou peu de demande locative en face, juste 0 fois 0, ça fait 0. Donc attention à ne pas courir après un régime fiscal. Systématiquement, il faut déjà se poser la question. Il y a des villes dans lesquelles les T1, les studios meublés, il y en a beaucoup. Les gens ont pensé qu'en mettant du meublé, on allait pouvoir augmenter le loyer de manière un petit peu inconsidérée. Ce n'est pas forcément vrai. Et en face, ils se retrouvent avec une demande qui est finalement pas si élevée que ça, et donc avec des locataires qui tournent beaucoup, donc avec des périodes sans location, donc sans loyer. Et quand là, on ne fait plus des simulations, mais quand on regarde vraiment et quand on pose le résultat de ce qui s'est passé, quand vous avez 1 mois, 2 mois ou 3 mois sans loyer, ça impacte très fortement votre rentabilité. Et il faut aussi se poser la question à la revente, notamment quand les banques vendent à tour de bras donc de la résidence étudiante, mais à qui ensuite, potentiellement, vous allez pouvoir le revendre. C'est la question que me posait Charles-André tout à l'heure un petit peu en off. Oui, potentiellement, il y a des clients investisseurs qui peuvent acheter une résidence étudiante, mais quand elle a 10 ans ou 15 ans déjà, en général, le bâtiment a quand même pas mal vieilli, surtout que souvent, ce n'est pas du très, très qualitatif. Donc, vous ne le revendrez probablement pas au prix que vous imaginez. Donc, il risque d'y avoir une perte à la revente. Donc, on ne parle pas de plus-value dans ce cas-là, plus du tout. Donc, voilà, attention à ne pas être omnibulé par l'aspect fiscal. Il y a aussi l'aspect commercial qui compte dans les choix. Voilà, alors j'ai fait assez vite, il y a plein d'infos. J'ai essayé d'être le plus précis possible. Si vous avez des questions, je suis bien évidemment à votre écoute. J'ai vu qu'il y avait un fil de discussion où il y avait eu un certain nombre de réponses de données. Je ne sais pas quel est votre positionnement, vous, si vous êtes des professionnels ou des non-professionnels, mais quand même, ça reste un régime qui est assez attractif. Je réponds sur le pourcentage des cotisations sociales. On peut partir sur 40%, c'est plus subtil que ça sur le calcul, mais on peut partir à peu près sur une base de 40%. Est-ce que tu es d'accord? Oui, c'est ça. Alors justement, je pouvais vous partager un écran, mais pour vous dire que en gros, je vais botter en touche, que c'est pas un truc très simple en fait. Voilà les cotisations dont on parle. Donc en fait, il y a les prélèvements sociaux, 17,2, et puis après, il y a toutes les cotisations qui sont là. Donc ça dépend des montants. Enfin, vous voyez, on peut mettre bout à bout tous ces taux. Voilà, il y a la retraite à 17,25. Donc effectivement, on va tourner autour de 40%, quoi. Donc voilà, pour ceux qui ont envie d'approfondir, voilà, ça pèse. Ouais, certains se sont dit, c'était simple en fait, il suffit juste que je ne m'inscrive pas au RCS et comme ça, je ne serai pas en LMP, je reviendrai automatiquement en LMNP. Mais il faut savoir que cette clause d'inscription au RCP ou RCP n'est plus obligatoire. Non. Et donc, voilà, donc ça ne marche pas. La porte de sortie n'existe plus. Je ne comprends pas bien la question par rapport à l'actualité crédible qui évoque des modifs à venir. Sur quelle actualité crédible? Ouais, c'est Jean-François. Bonjour, merci beaucoup, c'était top. Juste depuis cette semaine, j'ai l'impression que je tombe sur beaucoup d'articles qui disent que le gouvernement sera en train de préparer des modifs sur la fiscalité justement du meublé. Est-ce que c'est… J'imagine que tu es personne de nous au gouvernement, mais… Moi, je n'ai pas entendu. Par contre, à ça. Non, mais par contre, moi, j'ai pas d'infos là-dessus. J'en sais rien. J'ai pas, excuse-moi, j'ai pas regardé l'actualité sur le sujet. Okay. Je suis plutôt perturbé par la flat tax dont on m'a dit qu'elle allait probablement monter de 30 à 35%. Donc, pour ceux que ça intéresse, bien évidemment, pour ceux que vous… Mais la flat tax, il y a, a priori, dans le projet de loi de finances, une volonté de la rehausser. Non, alors c'est pas pour tout, c'est pas la flat tax en général, c'est sur les dividendes versés, la polémique sur les super dividendes, et ce serait là-dessus où ça passerait à 35%. Mais la flat tax sur les plus-values et les plus-values valeurs mobilières et pardon, et les revenus classiques,
reste à 30%. Il n'y a rien dans le projet de loi de finances. D'accord. Et ce que tu évoquais au niveau de la fiscalité, oui, c'est pour lutter sur la fiscalité des locations meublées, c'est pour lutter sur tout ce qui est location saisonnière. Saisonnière, Airbnb. Voilà, Ouais, ok. et les Airbnb qui font qu'il y a un certain nombre de biens immobiliers qui sortent de la location classique et donc qui font monter des prix des loyers dans certaines villes. Donc ça va sans doute, ils évoquent plutôt ça sur des villes où c'est tendu, quoi, c'est-à-dire c'est Paris ou des grandes villes de province. Ouais. C'est vrai que tout ce que tu racontais sur le meublé touristique ne s'applique pas, au moins à Paris et à ma connaissance dans les villes de plus de 200 000 habitants, parce que là, c'est carrément devenu impossible de le faire. Hein. Alors, en fait, c'est ça, il y a plein de choses. Il y a le fait qu'on parle de réintégrer les amortissements potentiellement dans le calcul de la plus-value. C'est déjà le cas quand on est à l'IS, hein, bien évidemment. C'est pour ça qu'une SCI à l'IS, ce n'est pas systématiquement la bonne réponse, mais on pose les chiffres avec nos clients pour vérifier d'abord. Mais il parle de réintégrer l'amortissement et potentiellement aussi à l'IR. Alors ça, ils en parlent depuis des années en vrai. Hein, donc, mais c'est vrai que c'est une niche fiscale qui a du mal à se justifier. Et après, vous avez à la fois le plafonnement potentiel des loyers et à la fois l'encadrement potentiel des loyers. Le meublé est concerné, sauf les locations saisonnières qui sont hors schéma. Donc oui, il y a plein de choses qui rentrent dans les tuyaux parce que c'est vrai que c'est un mécanisme fiscal. Donc le meublé, ce n'est pas une niche fiscale, c'est un mécanisme fiscal qui a quand même de nombreux avantages et le législateur est en train de se dire que là, on ne peut pas transformer tous nos centres-villes en meublé ou en Airbnb. Mais vous ne pensez pas, là je fais appel à vous deux qui êtes professionnels, que le régime de plus-value des particuliers ne va pas pouvoir… Alors ok, ça fait des années qu'on en parle, mais à partir du moment où on fait un investissement immobilier, on est sur du long terme, donc à une échéance, si c'est une vente, à une échéance de 10, 15 ans, 20 ans, ce n'est pas possible que ça tienne, qu'on puisse déduire les amortissements d'un côté et qu'au bout du compte, on ait le régime fiscal de la plus-value des particuliers. C'est sûr. Donc, à mon avis, ça va finir par sauter, ça, à un moment donné. En même temps, tant que vous êtes dans le BIC, c'est-à-dire en régime bénéfice industriel et commercial, vous suivez les règles du bénéfice industriel et commercial. C'est là-dessus que ça fait. Oui, mais en termes de plus-value, le fait générateur de la plus-value sera au moment de vente, donc dans 10, 15 ou 20 ans. Et là, je ne suis pas du tout sûr que les plus-values des particuliers seront toujours applicables, même sur un bien qui aura été loué en BIC pendant toute la durée. C'est un vrai risque. Ouais, moi, je n'ai pas de réponse. Hein. Effectivement, il y a probablement un risque. Mais après, encore faut-il faire de la plus-value. Ah, ça, c'est sûr. Voilà. J'ai Franck à Toulouse, bonjour. J'ai un cas concret à vous soumettre. Moi, j'ai acheté un appartement à Paris en 2016, un T2, puisque l'une de mes filles faisait des études supérieures à Paris. Donc, je l'ai hébergée à titre gracieux dans cet appartement pendant 5 ans. Elle l'a libéré cette année parce qu'elle s'est installée avec son amie dans un autre appartement plus grand. Et je l'ai donc mis en location meublée à partir de cette année, donc en 2022. Lorsque je l'ai acheté en 2016, j'ai fait un certain nombre de travaux pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et je voulais savoir si aujourd'hui, en le passant en régime LMNP, j'avais encore la possibilité d'imputer tout ou partie des travaux que j'ai fait il y a 5 ans dans cet appartement. Pour moi, c'est non. Mais dans le pire des cas, je ferai un rescrit. Mais alors, moi j'ai une question quand même. Là, tu dis que tu es en régime meublé. Tu t'es mis en régime meublé, là. Ça y est, c'est bon. Hein. Tu as choisi quel régime? Le réel ou tu as choisi le régime microbique, là, le truc affreux microbique? Réel parce que les loyers à Paris fait que donc ça sera plus intéressant et j'ai encore des amortissements par rapport à des intérêts d'emprunt, etc. dessus. Tu t'es mis au réel, super. Alors, je compte m'y mettre parce qu'en fin de compte, les premiers loyers sont des loyers de 2022, donc c'est par rapport à ma prochaine déclaration. Justement, comment il faut faire? Est-ce qu'il faut faire une déclaration préalable dès que l'appartement est mis? Parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait en location. Est-ce qu'il y a vis-à-vis de l'administration fiscale quelque chose à déclarer en disant, voilà, j'ai un bail qui a commencé à telle date en location meublée, je souhaiterais me mettre au réel et pour ma prochaine déclaration fiscale, c'est le régime que j'ai choisi. Ou est-ce qu'on attend la déclaration fiscale qu'on fait au mois de mai pour pouvoir, je dirais, choisir le régime?
tu fais au moment de ta déclaration fiscale, en fait. Comme disait Karine, il n'y a plus besoin d'être inscrit au RCS, donc en fait, il n'y a aucune démarche préalable. Et donc, c'est au moment où tu fais ta déclaration que tu coches les bonnes cases au bon endroit et tu vas faire une 2031 hein, qui va indiquer un certain nombre de précisions sur ton bien. Mais enfin, je ne serais pas aussi catégorique hein, sur tes travaux. Moi, mon idée, mais ça serait de dire à un instant de raison T, quelle est la valeur de ton bien aujourd'hui, ta valeur vénale. C'est ce qui va te conduire à calculer des amortissements ensuite, tu vois. Oui. Et donc, ta valeur vénale, elle intègre forcément les quelques travaux que tu as mis dedans, en fait, indirectement. Parce que si tu as fait, si tu fait de l'aménagement, tu as probablement donné un peu de valeur. Oui. Donc, de toute façon, ce qu'il faut, c'est que tu fasses le petit fichier Excel, là. Oui. Tu dises quelle est ma valeur vénale, ma valeur de marché. Tu décomposes ton bien immobilier en fonction le gros œuvre, ce que j'ai dit, l'étanchéité, la façade, et à partir de là, tu vas calculer une dotation aux amortissements. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Mais le législateur va être tolérant sur des travaux qui ont été faits, grosso modo, 6 mois avant le fait générateur, mais pas 6 ans avant. Non, mais 6 ans, mais de toute façon, ton bien, il a pris de la valeur. Oui, il a pris de la valeur, c'est sûr, c'est sur Paris en plus, dans le Marais. Tu vas pas le déclarer au prix d'achat initial que tu as fait en 2016. Donc, tu prends le prix au mètre carré et tu vas l'intégrer, point barre. Et c'est à partir de là que tu… Par contre, tes travaux que tu as fait, tu ne vas pas me les déduire, ça c'est sûr. OK. Et je l'ai d'ailleurs dit dans mon exposé à un moment donné où on a dit on doit mettre en face sur la même année les travaux avec le revenu locatif. Donc, indirectement, tes travaux, ils seront dans la valeur vénale que tu vas donner à ton bien au moment où tu vas commencer à déclarer ton LMNP. OK. Et petite question additionnelle, est-ce que par rapport à la déclaration et à la constitution de l'alias, on a la possibilité de se faire accompagner par un expert comptable? Parce que oui, le mieux, c'est d'aller voir un expert comptable et il te fera ta liasse. Alors, je ne connais pas vraiment les prix, parce que moi, si tu veux, moi, je le fais, mais ma typologie de clientèle, c'est une typologie de clientèle de groupe, de PME industrielle. Donc, je le fais en règle générale pour le patron du groupe qui a ça en plus, qui me dit, tiens, tu me fais ma déclaration d'impôt et mon LMNP. Mais tu as des cabinets ultra spécialisés et tu pourras avoir un prix tiré vers le bas parce qu'eux, ils vont générer du volume et tu seras bien traité. Hein. Mais oui, il va voir un expert comptable. OK. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le groupe? Bonjour. J'ai une question qui est un peu plus personnelle aussi. Là, on a parlé du fait qu'on est obligé d'être une personne morale ou une personne physique, mais que le régime des SCI n'était pas pris en charge dans l'allocation meublée. Si on souhaite monter un projet, par exemple, en famille, et que chacun doit rapporter des capitaux, qu'est-ce qui serait le plus avantage, sachant qu'à terme, on serait dans une location en meublé et avec des revenus qui seraient supérieurs aux différents planchers? Ce qu'il faut faire, c'est une SARL de famille. Ok. Donc, c'est une société à responsabilité qui a une fonction particulière. C'est un groupe familial. Et tu peux investir au travers de ces sociétés commerciales pour acquérir un bien que vous allez louer en location meublée. Dans ce cadre-là, en gros, ta SARL de famille, elle sera transparente fiscalement. Donc, en fait, les revenus locatifs seront à taxer, chacun d'entre vous, chacun des actionnaires aura à faire sa déclaration et taxera au prorata de son taux de détention dans la SARL de famille. C'est un peu comme une EURL, c'est pareil. Ok. Et avec Oui. Pour préciser juste, donc la SARL, théoriquement, elle est à l'IS, mais là, vous allez faire une option à l'IR qui n'est pas limitée dans le temps. Mais il faut bien que c'est bien une SARL de famille. Donc, c'est bien avec des membres de votre famille. C'est-à-dire que c'est du lien direct. Donc, parents-enfants, frères, sœurs, paxés, mais pas au-delà. Votre meilleur copain, votre cousin, votre neveu, votre filleul, c'est non. C'est très, très carré. Oui, c'est très carré, par contre. D'accord. Et avec cette SARL, je retomberai sur les régimes qu'on a vus aujourd'hui. Oui, tu tomberas sur le régime BIC et tu bénéficieras des avantages du régime BIC. Ok, en professionnel, si on dépasse les différents critères.
Alors après, tu bascules en professionnel. Ouais. Si tu dépasses les seuils de 23 000 euros dont j'ai parlé, plus Ok. le poids significatif dans le revenu du foyer fiscal. Ok, très bien. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Vous n'avez pas évoqué l'adhésion à un organisme de gestion. Est-ce qu'il y a une obligation quand on est en microbique et ou au réel? Alors, de mémoire, il y a une réforme là-dessus qui fait que l'avantage fiscal qui était octroyé autrefois par les organismes de gestion agréés va tomber. Donc, mais je crois que ça courait encore, mais là, je ne peux pas vous dire. Mais effectivement, si vous adhérez à un organisme de gestion agréé, l'administration fiscale considère que cet organisme va faire le job qu'elle n'a pas besoin de faire, et donc elle vous octroie une espèce de crédit, effectivement, mais qui n'est pas très haut de mémoire. Mais vous pouvez, au-delà d'un expert comptable, aller voir ce type d'organisme, effectivement, qui vous permettra en microbique d'avoir un avantage fiscal. Mais renseignez-vous, je crois que ça se termine bientôt, ça. Ça se termine. En fait, ça n'a jamais été obligatoire, mais pour faire en sorte d'éviter du black ou des C'est ça. montages comptables un petit peu touchy, grosso modo, la règle du jeu, c'était de dire si vous ne passez pas par un CGA, on va augmenter artificiellement votre base fiscale, votre base imposable de plus de 25%. Donc, on multipliait par 1,25% et cette règle-là va tomber. Ouais. Donc, ça n'est toujours pas obligatoire. Et pour le coup, vous n'aurez plus cette majoration de votre base imposable, mais c'est vrai que ça peut être quand même de bons conseils. Et quand vous dites ça va tomber, c'est pour le prochain exercice fiscal? Je pense que c'est bientôt, ouais. Parce que moi, je m'occupe d'un centre de gestion agréé, je suis commissaire aux comptes, et il y a cette réforme qui fait qu'ils sont plus différenciants par rapport à un expert comptable classique. En fait, c'est très simple. Le microbique, si vous êtes quand même, oui, vous êtes quand même bien câblé, là. Il n'y a que des bacs plus 5, vous êtes. Donc, globalement, ça devrait le faire. C'est quand même diviser par 2 le montant du loyer et le déclarer dans votre feuille d'impôt. Donc, moi, je dis rien, mais il y en a qui n'aiment pas, qui ont la phobie administrative. Mais normalement, c'est accessible à chacun d'entre vous. Merci. Question? On a fait le tour. Par contre, oui, alors j'étais un peu étonnée que vous disiez qu'il n'y avait pas de démarche préalable parce que, en fait, je pensais qu'il fallait justement… Si vous vous mettez en URL, si vous vous mettez en SARL de famille, il y a un peu de juridique à faire en amont, bien sûr. Mais si vous êtes à titre perso, avant, on devait s'inscrire au registre du commerce et des sociétés. On devait signifier à l'administration qu'on avait une activité, on va dire, commerciale, ce qui n'est plus le cas depuis, je crois, Karine, 2019, je crois. C'est tombé. Oui, à peu près. Là, c'est amusant parce que sur Impôt Gouv, ce n'est pas ce que j'ai vu. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'a priori, c'était 15 jours à partir du moment où on touchait un loyer. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent de faire? Eh bien, le formulaire, parce que en fait, je l'ai personnellement fait il n'y a pas longtemps. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, la POI, ou je ne sais plus comment il s'appelle ce formulaire. La création. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Bon, écoutez, ça doit être vraiment très simple, et je pense que sincèrement, même si vous ne le faites pas, du moment que vous payez l'impôt, l'administration fiscale, elle ne viendra pas vous chercher. Et bien sûr, je vais revérifier et puis je vous enverrai un petit mail de confirmation. En fait, le RCS n'est plus obligatoire, mais vous pouvez toujours le faire. Okay. En fait, moi, ce que j'avais lu dans Impôt Gouv, c'est qu'a priori, 15 jours après le début, donc je me suis dit, c'est toujours d'actualité. Je confirme, et moi, ça m'a été confirmé par mon expert comptable également. C'est pour ça que j'étais aussi un peu surpris. D'accord. Écoutez, c'est moi qui ne suis pas… voilà, je n'ai pas toute… Après, c'est peut-être pas la vérité non plus. Mais non, mais il faut faire ce que dit la loi. Donc, n'hésitez pas à le faire. Un petit déclaratif. Je vais regarder et puis je vous le reconfirme. Oui, je pense que ce n'est pas très compliqué. En gros, je ne pense pas qu'il y ait de grosses démarches à réaliser. Non, c'est une grosse démarche. Il y a eu beaucoup de communication de dire justement, vous n'avez plus l'obligation de vous inscrire au RCS, mais c'était probablement à destination de ceux qui voulaient passer de LMNP à LMP ou l'inverse. Enfin, voilà, peut-être dans le cadre de ces modifications des cotisations sociales. Et il doit y avoir un petit déclaratif. Vous avez probablement raison, il demande toujours quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'ils attendent surtout, c'est que dans votre liasse, vous mettiez les bons chiffres aux bons endroits. C'est ça.
Merci. Ok, très bien. Donc, je reprends mon rôle de timekeeper. Je vois qu'on a, on a explosé l'horaire, mais c'est parfait. Ça veut dire que… Et on est resté aussi nombreux, aussi longtemps. Donc, bravo. Merci beaucoup, Charles-André, en tous les cas. Merci à vous tous d'avoir assisté et participé à ce webinaire. Save the Date pour le 9 janvier, d'après ce que j'ai vu, sur Paris. Et je vous souhaite un excellent après-midi. Bon appétit pour ceux qui vont passer à table. Et à très bientôt à l'occasion d'un événement organisé par ESCA Alumni. Merci encore, Karine. Merci, Florent, pour l'organisation. Et Charles-André pour cette brillante présentation. Merci, Patrick. Merci. Salut, Patrick. Merci à tous. À bientôt. À très bientôt. Bonne journée.